Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette œuvre qui a changé ma vie. La littérature a ce pouvoir, a cette magie de provoquer en nous des sentiments, des émotions qui, au contact d'une lecture, d'une histoire, d'un personnage, de leurs événements, de leur cours de vie, nous bouleversent à tout jamais. Une fois, une amie me recommande un roman intitulé « Ce que le jour doit à la nuit » par Yasmina Khadra. Je regarde sur internet et en faisant des petites consultations, je découvre qu'une adaptation cinématographique existe. Et là, magie, la bande-annonce me bouleverse absolument. Cette bande-annonce a la particularité d'avoir premièrement un séquençage très fort. On est sur des scènes quand même assez courtes, assez intenses, qui se succèdent par des événements assez brutaux, des ruptures entre les personnages, des ruptures entre la paisibilité de l'histoire d'amour au premier plan et l'arrière-plan historique qui sont extrêmement intéressantes. Donc on a un rythme très soutenu. On a deux histoires qui vont se superposer, qui vont se croiser. Donc l'arrière-plan historique de l'Algérie française avec encore en plus l'histoire d'amour entre Younes et Émilie. Alors je regarde la bande-annonce et la bande-annonce me bouleverse. L'esthétique me paraît assez fidèle à une époque que je n'ai pas connue, mais dont j'ai une représentation assez proche des faits dans le film. Donc on a cette magie qui est opérée par les images qui nous transporte vers un monde, vers une époque que nous n'avons pas forcément connue. Donc on va jouer sur les ressorts de la nostalgie. On va jouer sur une insouciance, sur un coin du monde assez paisible, quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, où tout se passe bien, où il y a une relative sérénité. Donc on va avoir un petit peu cette fonction dans les premiers moments du film qui va être assez apaisante. Ici, on a la fonction d'évasion qui marche terriblement bien. Et ensuite, on a cette histoire d'amour entre deux jeunes dont on va suivre l'évolution et qui va inévitablement être perturbée par cet arrière-plan historique et leur histoire va être un petit peu le bouquet final et l'explosion qui va revenir régulièrement dans cette histoire. Donc, pour planter le décor, on est ici en Algérie dans les années 30 et on est sur un pays quand même assez agricole, voilà, où on a une famille sur laquelle l'œuvre va débuter qui est la famille de Younes. Donc la famille de Younes va vivre un premier drame absolument terrible qui est la perte de son exploitation à cause d'un incendie. Younes va être confié par son père à un oncle établi dans un village près de la région d'Oran, un oncle pharmacien. Donc on va tout de suite passer ici d'un niveau de vie à l'autre, de la campagne, de la pauvreté à la ville, l'émancipation avec cet oncle et cette tante. Et ici, en fait, on va avoir Younes qui va très bien s'intégrer à cette communauté pied-noir qui est bien établie dans la ville et dans les environs. Younes va un jour rencontrer une fille qui s'appelle Émilie. Émilie et Younes se rencontrent au détour d'un piano et la magie elle opère presque instantanément. Alors les enfants ici ont peut-être une dizaine d'années, un petit peu moins, mais on a tout de suite cette connexion vraiment naturelle, candide, évidente qui va s'établir entre Younes et Émilie. Younes et Émilie se séparent, voilà, ils se perdent un petit peu de vue, c'est le jeu des rencontres, hein, c'est le jeu de la vie. Et un jour, Younes, en grandissant, devient un garçon assez séduisant, qui un jour à la plage va rencontrer une dame beaucoup plus âgée que lui, avec qui il va partager un moment charnel et passionnel. Sauf que ces deux personnages, avec cette dame assez bourgeoise, vont nouer un pacte secret qui va sceller le destin de tous les personnages qui vont graviter autour de cette histoire d'amour, à savoir le silence. Nous avons partagé un moment ensemble tellement explosif et tellement passionnel qu'il nous serait presque impossible de le révéler aux autres. Donc, nous scellons ensemble ce lien de secret et nous nous engageons mutuellement l'un vis-à-vis de l'autre à ne jamais le rompre, sous quelque prétexte que cela soit. Donc, jusqu'ici, c'est pas très gênant pour Jonas de ne pas révéler ce problème parce que, au fond, qui est intéressé par la vie privée de Jonas ? Pas grand monde. Donc pour Jonas, dans un premier temps,
Jonas qui est aussi Younes, on a les deux appellations. On a ici un petit peu cette thématique de la double identité. On a ici Jonas qui est limité par un secret, mais enfin pas tellement encombrant. Le secret ici va surtout se limiter à ses amis, voilà, pour pas dire à ses amis d'une vingtaine d'années qu'il a eu des rapports avec une femme beaucoup plus vieille, et ensuite se limiter aussi à sa tante et son oncle. Donc jusque-là, c'est pas très pesant. Et un jour, Jonas va sortir avec ses amis en ville, et là, c'est la rencontre qui va absolument tout changer. Émilie, encore elle. Jonas va danser avec cette belle blonde qui est extrêmement élégante, et il y a quelque chose de l'ordre physique, de l'ordre de l'âme qui va se nouer et qui est inévitable. Encore une fois, c'est là, c'est comme ça, et ils ne peuvent pas y échapper. Et à la fin, les personnages s'interrogent. D'où vient ce lien? D'où vient cette connexion? Mais évidemment, c'est Émilie. Donc là, Jonas, quand il repense à ça, ça a quand même un effet sur lui assez troublant. Émilie, que j'ai aimée depuis le début, est revenue. Émilie, c'est un coup du destin. Ces jeunes gens qui ont été séparés une première fois se retrouvent encore une nouvelle fois. C'est une chance. C'est une chance qu'il ne faudra pas laisser passer cette fois-ci. Donc Jonas et Émilie sont en relation, tout va bien, un amour né, un amour innocent, un amour protecteur, un amour sincère. Le premier amour, le vrai. Tout va bien. Sauf que, à un moment donné, il y a le contexte autour qui va s'embraser. L'Algérie coloniale, est en train de chuter. Ce cadre, ce cocon qui a pu être si protecteur pour Jonas et Émilie, pour toute cette communauté, est en train de tomber, est en train de s'embraser. Les événements historiques que l'on connaît aujourd'hui, ce processus de décolonisation ne va pas épargner Jonas et Émilie, qui d'une certaine manière ne peuvent vivre en étant totalement hermétiques et fermés aux conséquences de ce monde derrière. Jonas va être emprunt à un questionnement, et pour aller plus loin, Jonas va être déchiré en son fort intérieur. Rester avec la femme qu'il aime ou défendre son pays. Défendre son pays, c'est prendre les armes, c'est participer à la violence. C'est trahir, c'est briser tout ce contexte, toutes ces relations avec les pieds noirs qu'on a. Sauver son pays implique un grand nombre de conséquences qui pour Jonas et Émilie seraient absolument néfastes. Mais ce n'est pas le seul problème. Bien avant ça, Jonas se rend chez Émilie et là Jonas croise la mère d'Émilie. Or, coup de maître du destin, qui est la mère d'Émilie? Cette dame avec qui Jonas a fait vœu de silence. Cette même dame, ce secret qui jusqu'alors n'était pas très compliqué à porter, devient aujourd'hui un fardeau. Jonas se retrouve confronté, à travers sa relation à Émilie, au poids d'un adultère qui ne s'est jamais vraiment réalisé. Je suis avec cette fille que j'aime et en même temps j'ai aussi été avec sa mère, aussi furtif, aussi bref, le moment a-t-il pu être, mais comment puis-je être avec ma femme, ma conjointe, celle que je voudrais épouser, sans lui dire la vérité par rapport à sa mère? Il y a ici un conflit de loyauté, un désir de sincérité que Jonas entretient envers Émilie, mais qu'il ne peut pas réaliser parce qu'il y a ce vœu de silence. Et ce besoin d'être sincère avec la personne aimée va empêcher Jonas de concrétiser son amour avec Émilie. Je préfère ne pas être avec Émilie plutôt que de rester avec Émilie et lui mentir. J'aime trop Émilie, je respecte trop Émilie pour la fréquenter et ne pas être honnête envers elle. Donc Jonas va précipiter un petit peu dans un mélange de conflit de loyauté, conflit de sincérité et d'événements historiques, la fin de sa relation avec Émilie. Jonas va d'une certaine manière faire passer son refus de rester et de construire avec Émilie pour un engagement excessif pour son pays. Émilie, si je te quitte, si je ne peux pas être avec toi, c'est parce que j'ai choisi l'Algérie. Jonas ne le verbalisera jamais ainsi, mais c'est ce que Émilie va penser et c'est ce qu'elle va croire. C'est ce qu'elle va comprendre. C'est le peu d'informations qu'elle va réussir à tirer au clair. C'est le discours qu'elle a besoin de se construire en l'absence de toute indication par Jonas.
Jonas est mon âme sœur. Younes me quitte. Pourquoi? Quelle raison? Pourquoi cet amour est de nouveau impossible après les retrouvailles? À toutes ces questions, Émilie a besoin d'un discours. Et c'est ce discours-là qu'elle va se construire. Si j'ai perdu Jonas, c'est à cause de l'Algérie. Ce pays m'a tout enlevé, dira Émilie plus loin à la fin du récit. Ce pays m'a tout pris. Donc on voit ici que Jonas et Émilie racontent le poids du secret, le poids des valeurs, le poids d'un amour impossible et qui interroge surtout la puissance de l'amour. En clair, suffit-il d'aimer pour construire? Suffit-il d'aimer pour ne pas se séparer? Quels sont les obstacles invisibles qui peuvent conduire deux âmes sœurs, deux êtres aimés destinés à ne plus être ensemble, à ne plus faire corps? Et c'est cette réponse qui ne va jamais être éclaircie par Jonas qui va hanter Émilie tout au long de sa vie et qui va la détruire. Alors Jonas ne vit pas les choses d'une manière plus optimiste et plus légère. Jonas porte en lui le poids de la culpabilité, le poids du malheur, le poids de la condamnation. Jonas est un homme condamné. Il est condamné par ses valeurs, le secret, ses valeurs, l'Algérie, ses valeurs, l'évidence que son couple n'est pas possible. Jonas se condamne lui-même. Et en refusant de donner cet amour et en refusant de donner cette concrétisation à Émilie, Jonas va se condamner lui aussi au malheur. Parce que Jonas ne va pas choisir d'autre. Émilie, c'est la femme qui est destinée à Jonas. C'est la seule, c'est l'unique. Donc Jonas n'arrive pas, ne choisit pas et ne décide pas de se reconstruire avec autrui. Donc Jonas s'est sacrifié pour l'être aimé en choisissant la non-réalisation de cet amour. Émilie, elle va se marier, elle va devenir veuve, elle va être malheureuse toute sa vie et elle va finir par n'être plus que l'ombre d'elle-même. Mais dans un miroir, Jonas, lui, il a décidé de ne pas accomplir les choses par défaut. Il a décidé de ne pas se marier par défaut pour faire comme tout le monde et pour combler ce vide. Ce n'est pas parce que ce n'est pas l'être aimé avec qui je vais être que je vais en choisir un autre. Non. Jonas choisit la stratégie inverse et opposée à Émilie. Et finalement, on voit que les deux stratégies aboutissent au même résultat. Le malheur des âmes sœurs et des âmes séparées. Voilà, je pense que les derniers mots résument tout à fait la mesure dans laquelle ce livre m'a bouleversée. Ce livre a interrogé profondément ma conception de l'amour, les critères, l'essence, le contenu, la manière dont on peut mener son amour et aussi ce sentiment d'injustice. La première fois que j'ai lu le livre et que j'ai eu accès aux paroles et au discours de Jonas, j'ai compris à quel point Jonas était en souffrance. Et à travers le film, en plus, on met une esthétique qui est parfaite, qui est vraiment candide, qui est pure sur vraiment ce malheur et cette injustice. On en sort avec l'impression de deux vies brisées, un moment manqué, un couple qui n'a pas pu se réunir alors que ce couple était écrit. On a ce sentiment de se dire que comment? Et surtout, le lecteur est animé par une seule volonté, sur laquelle je conclurai cet épisode. Comment, à mon tour, ne pas reproduire ce rendez-vous manqué? Comment faire en sorte que cette perfection qui pourrait se manifester à moi, cette perfection que je pourrais rencontrer, comment faire en sorte que cette perfection advienne et qu'elle ne devienne pas imperfection? Ou alors, si on pousse peut-être même la réflexion un tout petit peu plus loin, si cette imperfection se réalisait, si ce rendez-vous manqué de l'amour parfait devait m'arriver, comment pourrais-je à mon tour le surmonter? Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous abonner ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires, vos témoignages de ce rendez-vous manqué, de ce rendez-vous espéré, et peut-être vos avis sur ce que le jour doit à la nuit.